désolé de retard encore. Donc voilà, je suis donc Franck Voguet. Dans la présentation PowerPoint, il y a une présentation d'un petit peu tous les membres de l'équipe. Et comme ça, bah, j'aurai pas à faire un petit monologue sur moi-même au début. Et tant mieux. Firework Command Chip, de quoi il s'agit? Il s'agit dans jeux vidéo d'abord, avant tout, fait par une équipe de professionnels, mais qui fonctionne sur un mode un peu particulier. C'est-à-dire que non seulement on fonctionne en télétravail, mais en plus de ça, on fonctionne que sur notre temps libre. Parce qu'on a des activités à l'extérieur, quoi. Et donc, résultat, on travaille sur ce jeu qui est calibré pour être faisable avec une petite équipe polyvalente, parce que plus on est petit, plus il faut être polyvalent. Donc on est quand même 6, c'est quand même quelque chose. Il y a 2 codeurs, 2 graphistes, un sound designer, enfin, audio designer, musicien, audio designer on va dire, et un homme à tout faire, moi. Et voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Bon. Voilà, alors déjà, je vais vous faire de l'humour. Voilà, c'est de l'humour à la Franck, donc on fait ce qu'on peut. Donc, Firework Command Chips, déjà ça se mange pas, ça se boit pas, donc désolé, il n'y a pas de bière, c'est bon, même pas de goût. Non, on ne peut pas jouer autrement que comme en jeu vidéo classique. Donc, à la base, FCS, ou Firework Command Chip, c'est un jeu que j'ai imaginé déjà pas loin de 10 ans de cela. Ça commence à dater un petit peu, mais que j'ai mis au goût du jour en tenant compte des évolutions technologiques en matière de plateforme, de jeux notamment. Il y a 10 ans de cela, il n'y avait pas tout ce qui était device tactile, smartphone et autres tablettes. Et aussi, le goût du public a pas mal évolué. Donc en fait, j'ai travaillé sur plusieurs prototypes de jeux avec mes différents studios auparavant, mais qui n'ont pas abouti au-delà de simples prototypes, simplement par manque de temps et donc d'argent. Parce que quand on dirige un studio professionnel, il faut payer les gens, normal, en tant que salarié ou en tant que freelance, les deux, etc. Et surtout, j'avais prévu trop gros pour ce jeu-là. Donc j'ai revu un petit peu mes ambitions à la baisse, au niveau de la production de contenu, pas au niveau de la qualité, mais au niveau plus de la quantité. Donc, en gros, de quoi il s'agit comme type de jeu? Donc, il s'agit d'un color match. Nos références principales, c'est Space Invader, que tout le monde connaît, et le film Rencontre du troisième type. Donc, c'est un petit peu en mélange des deux, c'est un peu particulier, vous allez voir ça. Dans une ambiance vraiment basée sur l'humour, la déconne, voilà, et avec plein de références à des films classiques et à des jeux vidéo classiques aussi, qui sont dans le thème de la science-fiction, fantastique, etc. Et de préférence à propos des aliens. Donc c'est un petit peu en fourre-tout de la culture geek, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en me basant sur mes expériences on va dire à présent, d'expérience en tant que gestionnaire de production, chef de projet, producteur, serveur même, et en tant que game designer, j'ai repensé donc fondamentalement le concept du jeu pour pouvoir être réalisable en temps limité par une petite équipe qui n'a pas la possibilité de travailler dessus à temps plein. Donc il y a beaucoup de contraintes, mais à vrai dire, tous les jeux vidéo, même les AAA, ont leurs propres contraintes. C'est un peu bouffé sur le côté ou... Non, c'est bon. Oui, ça c'est le PowerPoint Lake de Google Drive, c'est un peu particulier. On va y arriver, voilà. Donc, en gros, voici l'un des personnages type clés de Firework Command Chip. Donc il s'agit d'un alien, ça ressemble à un alien, ça goûte d'un alien, c'est un alien, qui, en plus de ça, non seulement il est petit et moche, mais en plus il est méchant. Allez, on
va y arriver. Évidemment, il n'est pas venu tout seul. Donc voilà l'image in-game, sachant que c'est vraiment du work in progress, hein, on en est à la version pré-alpha, on va faire ça comme ça. Mais bon, voilà, on a déjà quelque chose de jouable, sachant qu'on a commencé la production réellement début janvier. Quoi. Donc, voilà. Et sachant qu'on ne bosse pas dessus à temps plein tout le temps, voilà. Ça avance quand même, bon cœur malgré. Donc le concept du gameplay du jeu est le suivant. En fait, on se rend compte que les aliens et leurs ovnis sont insensibles aux armes conventionnelles. Que ce soit bombes, même bombes nucléaires, gaz, ils s'en fichent royalement. Par contre, ils sont sensibles aux sentiments de la population humaine. Donc, la référence est un petit peu au film Mars Attack, où en fait, les aliens sont insensibles aux armes conventionnelles, mais sont sensibles à la musique country. Là, ce n'est pas le cas, là, c'est vraiment les sentiments de la population humaine. C'est-à-dire qu'en fait, plus les humains ont peur, plus les aliens sont en confiance pour débarquer en force. Par contre, plus les humains sont contents, et plus les ovnis et les aliens à leur bord ont tellement peur qu'ils en viennent à exploser. Donc c'est un peu particulier. L'idée, en fait, c'est de rendre la population humaine joyeuse, alors que dans le même temps, elle voit les ovnis descendre vers l'eau. C'est pas forcément simple. Donc la solution que les scientifiques ont trouvée, c'est en fait de faire exploser des feux d'artifice. Logique. Donc en fait, en faisant exploser des feux d'artifice qui correspondent à des chaînes de couleurs propres à chaque ovni, qui correspondent en fait à leur barre de vie, et bien en fait, ça rend la population humaine joyeuse, et donc, par conséquence, ça tend à diminuer la vie de chaque ovni jusqu'à l'explosion. Et évidemment, il s'agit d'exploser les ovnis avant qu'ils touchent terre. Voilà. D'où l'aspect color match, d'où l'aspect référence un petit peu à Space Invader quand même. Sauf que là, on n'est pas du tout limité à forcément devoir tuer celui qui est le plus bas par rapport au sol. Ça peut être un autre qui a davantage des couleurs à détruire, qui est au-dessus. Ah bah, je suis content, je ne suis pas le dernier. Donc voilà un petit peu le concept. En gros, il s'agit d'enjeux, je répète en 2 secondes, il s'agit d'enjeux de type color match. Donc, il faut faire correspondre des touches de couleur, rapidement, à des séquences sans se tromper. Si on se trompe, dans ce cas-là, on a des points négatifs qui nous sont attribués. Et en plus de ça, la barre de vie de chaque ovni revient à 100% et continue à descendre. Donc il faut éviter de se tromper, et donc il s'agit de se décider vite et bien, et en évitant de se tromper. Outre ces 4 couleurs de base, il y a aussi donc des feux d'artifice que l'on appelle des pouvoirs. Donc 3 types de pouvoirs déjà à la base, et ensuite on va pouvoir aussi débloquer et acheter du achat virtuel, hein, je précise, hein, ce sera un jeu premium, n'ayez pas peur. On va pouvoir aussi acheter et débloquer donc, des pouvoirs passifs et des pouvoirs actifs. Voilà. Et on aura vraiment besoin de ces pouvoirs parce qu'au bout d'un moment, il y aura tellement d'ovnis avec des barres de vie tellement longues que les 4 tirs de feu d'artifice de base ne suffiront pas pour se débarrasser des vagues d'ovnis. Donc à la base, c'est un concept très simple. L'idée, c'était vraiment de faire un jeu facile à prendre en main, à comprendre, mais pouvant tendre jusqu'à plaire au mid-core, voire hardcore gamer. Un petit peu comme pour Tetris, c'est un jeu très très casual, mais par contre, Tetris, c'est aussi joué par des hardcore gamers qui savent faire des scores faramineux. Voilà. Et je n'ose même pas espérer avoir le 10e du succès de Tetris, hein, je précise. Donc voilà, donc j'ai un petit peu devancé ce que j'ai écrit là sur PowerPoint. Voilà. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez toujours mettre sur pause et après relire.
là voilà, il s'agit d'une capture d'écran que j'ai faite juste après, donc de vol, juste après avoir explosé tous les ovnis qu'il y avait à l'écran en lançant un pouvoir particulier. En fait, on a des barres de pouvoir qui ne se voient pas, hein, c'est un point de production. On a des barres de pouvoir qui se remplissent au fur et à mesure que l'on réussit à détruire des ovnis. Et au bout d'un moment, les jauges font qu'on peut accéder à tel ou tel pouvoir et le lancer. Et donc ça permet d'enlever une ou plusieurs couleurs à un ou plusieurs ovnis, etc. Et puis, bonne question. C'est moi qui l'ai posé. Il s'agit donc d'un ensemble de gameplay basé sur le même concept de base. C'est le même gameplay avec des dérivations, mais ce n'est pas des gameplays très différents les uns des autres. Oui, donc tant qu'à faire, on n'allait pas se contenter de faire un petit mode de jeu. Hein, donc voilà. Donc déjà, il y aura un mode solo avec une aventure, une vraie aventure, avec un scénario un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est pour ça que c'est rigolo. Donc avec une campagne qui va durer environ 5 heures. 5 vraies heures, hein, quand même. Un mode de jeu Survivor, où là il s'agit de rester le plus longtemps en jeu avant de perdre ses 3 vies. Et il y aura aussi du multijoueur, mais par contre pour le multijoueur, là ça va dépendre de je reviendrai tout à l'heure, de la future campagne de crowdfunding que l'on va faire. Parce que, évidemment, on est motivé par faire un jeu, certes très bien, mais raisonnable vu nos contraintes. Mais par contre, pour pouvoir aller au-delà de cette version entre guillemets de base, qui est déjà assez costaud hein, quand même, on aurait besoin d'un peu de sous-sous. Donc, pour le multijoueur, il est déjà prévu quelques modes de jeu offline. Ça tend à se perdre, c'est un petit peu dommage. Que ce soit par écran splitté, façon horde comme dans le jeu Gears of War par exemple. Ce sont des vagues qui viennent les unes après les autres, de plus en plus difficiles. Et aussi, pourquoi pas, du compétitif en écran splitté, et puis du hot seat, si vous voyez ce que c'est, ou pas. Du hot seat, ça signifie qu'en fait, plusieurs personnes jouent sur le même ordinateur, mais à tour de rôle. Et pareil, pour le multijoueur online, là, c'est encore plus compliqué que de faire du multijoueur offline, donc ça va dépendre, là encore, du succès de la campagne de crowdfunding que l'on va faire. De toute manière, ne serait-ce que sur le mode solo, il y aura plusieurs types de classements. Afin de comparer ses scores avec ses amis, avec des gens qu'on ne connaît pas, etc., que ce soit par région, par pays, par continent, pour le monde, etc. Pour ça, on va s'inspirer pas mal, c'est pas indiqué, on va s'inspirer pas mal de ce qui a été fait, qui a fait ses preuves chez Trackmania. Voilà. Et on a déjà une bonne vingtaine d'achievements de prêts. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire plaisir aux joueurs avec un jeu qui n'est pas une ressucée dans. C'est pas un gros mot. Comment dire ça qui n'est pas une copie d'un jeu à succès. Il y en a déjà beaucoup. Là il s'agit de faire un jeu original, mais pas faire original pour faire original, mais de faire original parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Parce qu'on pense, au sein de l'équipe du moins, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, enfin en tout cas au sein de l'équipe, on pense que c'est un projet qui a ses chances de trouver son public. Voilà, et donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc d'un jeu destiné aussi bien aux casual gamers que, après, aux mid-core, voire hardcore gamers, pour les plus acharnés d'entre eux.
Petit souci technique, on va y arriver. Ouais, voilà. Alors, qui le fait? Alors, déjà, certes, on est tous des gamers, avant tout, aussi, mais on est aussi des professionnels, quoi. Voilà. Donc, on ne sort pas de nulle part, même s'il y a des amateurs qui font des très bons jeux, quoi. Mais disons que il a fallu compenser le fait qu'on n'ait pas vraiment du temps plein à consacrer au jeu. Donc, pour compenser ça, il a fallu faire appel à des gens qui ont déjà un peu d'expérience. Voilà. Donc, perso, moi, en avril, ça fait 13 ans l'expérience que j'ai dans les bots au niveau des jeux vidéo. Donc, ça a dirigé des studios indépendants. Et depuis ce matin, je suis Head of Production de un petit studio, Undead Battery, à Paris. J'ai la chance de faire ça, merci, j'ai la chance de faire ça en télétravail, donc ça me permet aussi de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, quoi d'autre? Voilà, donc il y a deux codeurs level designers. Oui, il y a beaucoup de traits d'union, hein. Peut-être un petit peu moins que moi, mais il y a pas mal aussi de traits d'union, parce que voilà, on a besoin de gens polyvalents, parce qu'on est une petite équipe. Par contre, évidemment, chez des mastodontes comme Ubisoft, là on a besoin de textureurs qui font pas en fait de modélisation, ils font que la texture. Ce sont des dieux, quoi, mais ils font que la texture. À l'opposé, les petits studios ont besoin de gens polyvalents. Et c'est notre cas, même si on n'est pas un studio au sens formel du terme. Donc voilà, Mathieu et Logan ce sont des juniors, mais qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle. Voilà, deux artistes. Il y a Johan ici présent, qui a le rôle, quoi, j'aurais pu rajouter d'autres fonctions, je pense, character designer, animator, monteur vidéo, il a travaillé un petit peu sur les FX aussi, et de la photo, multitâche. Voilà. Et Quentin, qui est lui plus orienté props et environnement. Et, voilà. Et il se trouve que Mathieu, Logan et Quentin ont déjà travaillé ensemble. En fait, ils font partie de la même promotion de ARIES, école de jeux vidéo sur Lyon. Et voilà, donc c'est un petit peu de bouche à oreille et ça fait que Mathieu a ramené Logan et Jess dans l'équipe, et tant mieux. Et donc ça permet aux gens... Je suis désolé, tu peux rapprocher un peu ton micro. Pardon. Ouais, nickel, parfait. Et donc en fait, c'est aussi un coup de chance de travailler avec des gens qui ont déjà travaillé entre eux par le passé. Ça permet d'avancer quand même plus vite, et aussi un sentiment plus de confiance qui peut s'instaurer plus vite. Donc parmi les artistes, actuellement, c'est Johan qui a le plus d'expérience. Ils ont déjà travaillé aussi bien en France qu'au Canada, surtout d'ailleurs dans l'animation. Voilà. Et Robin, ici présent, audio designer, qui a, dis-moi si je me trompe, qui a déjà fait l'émission, donc jeux vidéo, animation, film, court-métrage, etc. Machin. C'est un peu particulier. J'aurais des passages à couper. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce jeu? Pourquoi est-ce que l'on fait ce jeu? Pardon, parce qu'il est loin d'être fini. D'abord, parce qu'on aime ça, développer des jeux vidéo, ça paraît bête à dire. Mais bon, voilà. C'est important de le dire aussi, parce que sachant que c'est pas du tout un projet qui est sûr de ramener des sous, voilà, c'est quand même important d'avoir ça en tête, c'est qu'on le fait parce qu'on aime ce genre d'activité. D'ailleurs, moi-même et d'autres personnes de l'équipe avons déjà participé à des game jams aussi. Voilà. C'est pas forcément le même état d'esprit, etc. Mais en tout cas, ça prouve qu'on aime notre métier. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pour tout type de production, du AAA au jeu indé fait dans un garage, il y a des contraintes.
Là, voilà, on a des contraintes relatives, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs à travailler comme on travaille. Je vais voir ça tout à l'heure avec vous. Mais l'idée, c'était que malgré ces contraintes, on puisse faire un jeu vraiment de qualité et pas un jeu fait en 48 heures et puis après on tourne la page. Voilà. Et oui, parce que même si c'est pas forcément sûr à 100%, évidemment, quand on entreprend quelque chose de ce goût-là, ce n'est jamais sûr à 100%, l'idée c'est quand même de pouvoir, ne serait-ce que retomber sur ses pattes au niveau du temps investi sur le projet. Retomber sur ses pattes au point de vue financier. Donc c'est pour cela aussi que ça fait partie aussi de mes attributions. Je dois réfléchir un petit peu tout ce qui est marketing, communication, etc. assez en amont du jeu, afin de pouvoir bien cibler les joueurs que l'on vise et maximiser les chances de succès. Voilà, je crois que vous allez être tous d'accord avec cette petite phrase, n'est-ce pas? Donc le jeu est sympa, on est des gens sympas et modestes, et en plus nos joueurs sont sympas, nos futurs joueurs sont sympas, donc je crois que ça peut matcher. Il n'y a pas de raison. Voilà. Problématique. Comment gérer cette production qui est quand même en télétravail? C'est un peu particulier. Alors la première étape, c'est évidemment de constituer l'équipe. Pour constituer l'équipe, comment faire? Alors, chacun a sa recette. Moi, c'est celle que j'ai trouvée. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'en est une. Alors, il fallait prendre en compte la contrainte évidente qui est que ce projet n'a pas de budget financier. Déjà, a priori, c'est mal parti. Cependant, j'avais à cœur de trouver des professionnels, quitte à ce que ce soit des juniors, des professionnels qui puissent travailler sur ce projet-là, et pas des étudiants qui auraient lâché l'affaire au bout de 2 semaines parce qu'ils avaient autre chose de plus important à faire. Voilà. Ça peut arriver. Il y a aussi des étudiants très sérieux, hein, mais par expérience, je sais que j'ai moins de risques à travailler avec des professionnels. Après, la difficulté aussi, c'est que les professionnels sont beaucoup plus difficiles à faire intégrer à l'équipe. Parce que les professionnels, en général, pourraient changer de planète, c'est normal. Le temps, c'est de l'argent. Donc, s'ils investissent du temps, c'est qu'ils doivent vraiment croire au projet pour qu'il soit rentable à terme. Donc, c'est pas évident. Donc, comment est-ce que j'ai fait en gros? C'était avant tout par du bouche à oreille et par Internet. Qu'est-ce que l'on fait sur Internet? Donc, Internet, bon voilà, c'était à base de LinkedIn, du groupe Facebook spécialisé. Mon petit réseau pro que j'ai développé ces dernières années quand même. Et puis, comme je vous l'ai dit, après du bouche à oreille. Et puis, je ne l'ai pas noté, mais ça joue aussi, le facteur chance. Donc voilà, mais bon, c'est assez difficilement quantifiable. Mais je dois dire, ça je n'ai pas noté, que j'ai quand même mis plusieurs mois pour trouver une équipe. Enfin, une équipe stable, on va dire. J'ai eu pas mal de désistements, il y a eu un turnover assez conséquent au début, fin 2013. Et là, j'ai réussi à stabiliser l'équipe depuis début 2014, tout début. Vous avez compris. Et ça se passe bien. Voilà. Cependant, oui, ce serait bien quand même que les Lyonnais viennent. Cependant, les bons comptes font les bons amis. C'est important de mettre en place des contrats. Puisque ça permet en fait tout simplement de donner des droits et des devoirs à chacun des membres de l'équipe, que chacun travaille en confiance. Et la confiance est aussi importante que l'envie dans ce genre de projet, et non pas le facteur monétaire. Et donc, ça fait pas de mal de passer ne serait-ce que quelques heures pour rédiger un contrat, le faire relire à une personne qui s'y connaît en droit ou voir un avocat. Et voilà. Et donc, l'idée est la suivante, enfin en tout cas nous concernant. Il s'agit donc de faire selon les cas, c'est du cas par cas, selon l'investissement de chacun nécessaire au projet. Voilà. C'est soit en principe le revenu share, du partage de revenus en français,
soit en forfait freelance, que l'on négocie avec un devis, etc., etc. Ou bien les deux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que par exemple, dans un cadre d'un contrat de forfait freelance, pour faire telle ou telle tâche, là, la difficulté, c'est que j'en reviens à la problématique initiale, qui est qu'on n'a pas d'argent. Donc, vu qu'on va faire prochainement un Kickstarter, pour ne pas le nommer, l'idée c'est que si on arrive à atteindre les objectifs fixés par le Kickstarter, ça nous permettra, entre autres choses, je reviendrai tout à l'heure, ça nous permettra entre autres choses de financer des prestataires ponctuels. Et si on n'y arrive pas, et de toute manière, il est convenu avec l'équipe qu'on ira au bout du projet. Pas forcément avec tous les modes de jeu multijoueurs, etc., mais en tout cas, on ira au bout du projet, au moins en mode solo. Et dans ce cas-là, les prestataires, il est convenu avec eux que dans ce cas-là, ils passeront en revenu chef, de manière à ce que chacun s'y retrouve. Voilà. Alors. Donc évidemment, même avant de commencer la production, il faut penser aux contraintes. Déjà, télétravail, ça signifie pas de locaux. Enfin, sinon, un local pour chaque personne, c'est chez soi. Donc, avantage déjà, pas de coût. Mine de rien, ça fait pas mal. Côté négatif, c'est que selon moi, donc après, il a fallu penser toute une méthodologie de gestion de production reposant sur le télétravail, je sais dire, basée sur quelques outils que tout le monde connaît, à savoir la Dropbox, qui est intéressante parce que c'est très facile d'accès, d'utilisation, etc. Le problème, c'est que par défaut, c'est limité à 2,5 ou 3 Go. Donc c'est assez rempli, surtout avec les assets graphiques. Google Drive, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà par défaut, il y a 15 Go d'espace disponible, je ne travaille pas du tout pour Google. En plus de ça, il y a des outils collaboratifs comme traitement de texte, tableur ou PowerPoint-like, où on peut travailler à deux en même temps. C'est quand même très très agréable et très pratique. Et évidemment Skype, aussi bien pour échanger des fichiers que pour les conversations écrites ou audio. Je ne réinvente pas la roue, hein, mais... cependant, c'est quand même intéressant d'essayer de se voir régulièrement. Alors, il se trouve qu'on a deux pôles, entre guillemets, dans l'équipe. On est 6, on est 3 à Paris, en région parisienne, et 3 à Lyon, ou région Lyon. Et donc, ça aide le fait qu'on puisse se voir de temps en temps physiquement. Ça permet non seulement de pouvoir de parler de manière plus concrète, plus rapide avec un petit crayon, sur le projet, mais au-delà de ça aussi de pouvoir tisser des liens. Et c'est vraiment super important dans ce genre de configuration de travail qu'on ne soit pas que un petit logo sur Skype. Voilà. Et que l'on voit vraiment des vraies personnes devant soi de temps en temps. Ça me paraît essentiel. Donc voilà, maintenant j'aborde les difficultés, d'ailleurs à mon avis j'en ai oublié. Il y a pas mal de difficultés avec le télétravail. L'une d'entre elles est que, évidemment, on n'a pas les mêmes disponibilités, les mêmes horaires pour chaque membre de l'équipe, parce que je répète, on travaille sur notre temps libre. Voilà. Après, bon, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont plus de temps libre que d'autres. Mais bon. Donc c'est pas forcément simple, mais on y arrive quand même. Voilà, là j'ai l'impression de me répéter un petit peu. Là. Voilà, donc en gros, là, l'idée de ce paragraphe que je voulais faire passer, c'était que le jeu devait être à la fois suffisamment petit pour pouvoir être réalisable dans des délais raisonnables, mais aussi suffisamment ambitieux pour pouvoir donner vraiment envie à l'équipe de s'investir. C'était pas évident de trouver le juste milieu, je ne sais pas si j'ai trouvé, mais voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte de partir sur des principes d'itération, de manière à ce qu'au minimum, chaque semaine, ces temps-ci c'est plutôt chaque jour, on ait des nouvelles builds, des nouvelles releases, ce qui permet
À vrai dire, essentiellement de s'encourager les uns les autres. C'est, je pense, assez important pour un codeur de voir qu'il y a le graphisme qu'il attendait, qui est en cours de production, c'est dit qu'il est en production et peut enchaîner, etc. Plutôt que d'attendre une semaine et à chaque fois. Voilà. Ça, le principe d'itération, c'est, je pense, très 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 important dans ce cas de configuration où je ne peux, enfin, où en tant que chef de projet, je ne peux pas, comme je l'ai indiqué ici, où je ne peux pas exiger de qui que ce soit des remises de travaux à telle ou telle date. Ce serait, je pense, même limite déplacé de ma part, parce qu'on travaille sur du temps libre. Voilà. Et par définition, le temps libre, c'est très variable. Voilà. Donc, c'est pas évident à gérer. Mais bon, on y arrive tant bien que mal, parce qu'il y a des sortes de priorités, mais il n'y a pas de date de release. Après, on essaie évidemment de faire en sorte de ne pas comment dire, arrêter le développement de certaines personnes parce qu'on est en retard, mais bon, c'est pas évident. Voilà, donc on part sur ce principe-là, ça peut faire peur, mais voilà. Donc autant de budget, non seulement pour le développement, mais aussi rien pour le marketing ou la communication. J'en ai des ailleurs, on n'a pas peur. Donc, mine de rien, c'est un avantage aussi. Ça signifie qu'en fait, on n'investit rien de plus que le temps libre. Alors, certes, on pourrait croire que le temps c'est de l'argent, mais en même temps, en général, le soir, il y a assez peu de gens qui travaillent. Donc, bon, c'est relatif. Cependant, même si on n'a pas besoin d'argent, de manière générale, on en a quand même besoin un petit peu pour faire un projet commercial. Pour pouvoir vendre, il faut pouvoir, ne serait-ce qu'avoir des licences vraiment payées, quoi. Ça a un certain coût, notamment des logiciels comme Unity 3D que tout le monde connaît et qu'on utilise. Faire appel à certains prestataires particuliers, voilà. Et ben pour ça, ça a un coût, et c'est aussi pour ça qu'on fait en sorte de mettre en place prochainement une campagne de crowdfunding. Voilà, une remarque que je trouve relativement intéressante, c'est que l'équipe aurait pu, dans l'absolu, être composée que de 3 personnes. Moi, un graphiste, un codeur, et puis prendre des musiques libres de droit sur un net, quoi. Mais je sais par expérience, parce que c'est pas du tout la première fois que je fais ce genre de projet, quand même, qu'il faut faire attention non seulement à prendre des personnes polyvalentes, mais autant que faire se peut, il faut essayer au moins de doubler les postes. Parce que si une personne, pour X ou Y raison, sa faute ou pas sa faute, peu importe, le principe est là, si une personne qui nous lâche, il ne faut pas que ça fasse couler le projet. Donc c'est très important, je pense, de pouvoir doubler les postes, pas forcément pour des postes, pour tous les postes. Par exemple, moi, mon poste de chef de projet, il y a peu de chances que je lâche le projet quand même, donc je crois que c'est pas trop la peine de doubler. Par contre, en poste de graphiste ou de codeur, on ne sait jamais, il peut se passer n'importe quoi, il vaut mieux essayer de prévenir que guérir. Parce que sinon, ça risque de faire très mal pour l'ensemble de l'équipe si une personne qui nous lâche plante tout le projet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas pris mes lunettes. Donc, oui, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir un certain nombre de personnes afin de pallier tout désistement éventuel, mais en plus de ça, il faut essayer tâcher d'avoir des personnes relativement polyvalentes. J'ai déjà eu affaire auparavant à un graphiste qui voulait être que character designer et ne voulait même pas faire la moindre props ou le moindre graphisme 2D. C'était très compliqué parce qu'on est une petite équipe. Donc, ce n'était pas trop évident. Comment marketer, communiquer.
Voilà, donc l'importance de la communication de nos jours dans le jeu vidéo, c'est assez fondamental. Je crois qu'il y a, pour ainsi dire, peu ou pas de jeux vidéo qui se font sans avoir la page Facebook, Twitter, etc., histoire de pouvoir se créer une communauté dès le début de la production, et que celle-ci augmente au fur et à mesure, faire jouer le bouche à oreille, c'est extrêmement important pour pouvoir sortir du lot. Parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent, et voilà, donc si jamais il y a encore quelques personnes qui ne nous ont pas encore liké sur Facebook ou qui ne me suivent pas encore sur Twitter, n'hésitez pas. Voilà. Il faut prendre des photos. Je vais vous harceler, vous inquiétez pas. Alors, oui, petit souci là, apparemment, je suis désolé. Oui, outre évidemment les réseaux sociaux, chaque membre de l'équipe, qui comporte quand même 6 personnes, c'est pas ridicule, eh bien, on parle à son échelle autour d'elle, et mine de rien, ça permet aussi d'augmenter notre visibilité, et puis après, ça fait l'effet boule de neige. Voilà. Au-delà de ça, on a commencé à faire quelques photomontages, et on fera plus tard des vidéos virales, afin d'attirer l'attention du grand public avec une approche ludique et assez innovante. Et il faut ruser, hein. Il faut ruser, quand on n'a pas les moyens. En outre, on fera aussi un site web dédié, plus tard. Quelques interviews sont prévues aussi bien par des sites web que des blogueurs ou par des youtubeurs. Ça coûte pas cher si c'est du temps, mais c'est important quand même de miser sur tout un panel de solutions pour communiquer avec le maximum de gens. Et évidemment, pour moi ça me paraît évident, on va aussi rédiger des communiqués de presse que l'on enverra à la presse, aussi bien juste avant, pendant et à la fin de la campagne de crowdfunding, que quand on sera prêt de sortir le jeu ou quand on le sortira. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut être payant. Voilà, donc grande première mondiale pour nous. Première présentation donc, de Firework Command Chip au Game Earlier. Et à Pitch My Game, donc j'ai eu confirmation, ce sera fin mars. Donc, voilà. Et d'autres à venir. Le 3, c'est plus tard. Une chose à faire. Et j'ai même commencé à prévoir quelques happenings IRL dans la vie réelle. Toujours histoire de faire buzzer un petit peu plus. Donc la fameuse campagne de crowdfunding sur Kickstarter, prévue prochainement, donc c'est assez vague, mais c'est fait exprès. Parce que il s'agit que l'on soit d'accord avec les membres de l'équipe pour dire, alors voilà, le jeu est suffisamment abouti pour pouvoir vraiment intéresser les bakers, afin de limiter les risques d'échec le plus possible. Et quelque part, c'est un peu particulier Kickstarter par rapport aux jeux vidéo, sauf si on est un grand nom d'industrie, ce qui n'est pas mon cas. Eh bien, on devrait plutôt appeler ça du kick-ender que du Kickstarter. Parce que plus le jeu est abouti, plus les gens ont peu de risques à courir à financer en partie en jeu, et plus on a de chances d'atteindre la somme recherchée. Donc c'est un peu particulier. L'idée, c'est pas non plus de finir le jeu et après le mettre sur Kickstarter. Il faut trouver vraiment juste milieu. Voilà, c'est une discussion que l'on a au sein de l'équipe. Voilà, qui dit projet Kickstarter dit de jeux vidéo, dit public de joueurs sur PC, Mac, Linux. C'est même pas la peine de leur parler de jeux sur mobile. Pas tant qu'ils sont allergiques au mobile, mais surtout que une certaine marque à la pop, dont je sais pas le nom, a une politique un peu particulière pour distribuer les jeux. C'est-à-dire que si par exemple sur Kickstarter on fait une campagne pour un jeu destiné à un support de la marque à la pomme et on arrive à atteindre ces objectifs, et bien ensuite il va falloir que nous on achète à cette marque à la pomme
Oui, je peux me griller. En jeu par Baker. Au passage, ils vont prendre 30%, ce qui est tout à fait normal. La problématique est la suivante, c'est qu'en fait, il faut que nous, on ait en compte utilisateurs par pays où il y a nos Bakers, afin de pouvoir acheter et pouvoir après envoyer en cadeau le jeu. Donc, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de projet de jeux mobiles sur les plateformes sur les plateformes de crowdfunding, pardon. Et ceux qui ont quand même tenté leur chance, ils sont dans le caca. Voilà. Voilà. Et Kickstarter, c'est surtout des vrais joueurs, enfin des vrais joueurs, des joueurs assez mid-core, voire core gamer. C'est pas vraiment le public pour Dora l'exploratrice ou autre. Donc c'est pour ça que le jeu, je l'ai pensé aussi. J'ai pas fait pour Kickstarter, mais bon, il a fallu prendre un ensemble de contraintes pour nous bien. C'est en cours. Et donc en fait, il a fallu aussi prendre en compte le public visé, et notamment le public des bakers. Voilà. Donc, c'est un jeu, à vrai dire, qui se prête tout à fait, donc on puisse dire, à un gameplay tactile. Seulement pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, ce ne sera pas avant quelques temps. Donc on fera une version mobile et qui ne nécessitera pas de fonds venant de Kickstarter ou d'autres plateformes de crowdfunding. Voilà, donc là je vais vous la faire évidemment. Multi 3D, c'est ce qui s'apparente au meilleur framework de développement de jeux vidéo à l'heure actuelle, parce que c'est multiplateforme et parce que le rapport qualité-prix est absolument phénoménal. Donc il n'y a pas trop même chercher, pardon, il n'y a même pas trop besoin de chercher ailleurs. De plus, on a quasiment tous dans l'équipe déjà une expérience avec Unity. Donc on sait ce qu'il peut faire. Voilà, donc là je reviens sur l'importance de développer une communauté en amont de la campagne crowdfunding. J'ai assisté déjà à pas mal de conférences sur la question. J'ai lu des articles sur Gamasutra, etc. Mais en fait, j'en viens en fait, si on n'arrive pas à avoir quelque chose comme 20% de la somme recherchée dans les premières 48 heures de la campagne, c'est très mal barré. Par contre, si on y arrive, on a genre 90-95% de chances d'y arriver. Donc c'est aussi important de à la fois avoir une base de fans qui va être nos premiers bakers, mais en plus de ça, c'est aussi important de viser pas trop haut, mais pas trop bas par rapport à la somme recherchée. Si on vise trop haut, il y a des risques qu'on n'y arrive pas. Si on vise trop bas, on risque de ne pas paraître sérieux du tout. Donc c'est juste un milieu à trouver. Et en fait, l'idée, pour moi en tout cas, c'était simplement de viser ce dont on a besoin. En bas. Voilà, donc c'est pas un objectif phénoménal. On va viser 10 000 $. S'il y a plus, hein, on ne peut pas faire la fine bouche. Ce qui va permettre avant tout de financer des logiciels comme Unity 3D, etc. pour l'équipe. Et puis aussi financer donc, des prestataires. Donc je me répète, ça ne se voit pas trop, mais le but n'est pas du tout de chercher à financer des emplois à temps plein. Avec 10 000 $, on n'ira pas très loin, c'est clair. Et de toute manière, même si on n'y arrive pas, avec cette campagne Kickstarter, de toute manière, on ira au bout du projet. Pas forcément avec toutes les features auxquelles on pense, mais on ira au bout de la version déjà de base. Objectifs commerciaux de FCS, c'est peut-être important d'en parler rapidement parce que c'est un projet commercial quand même. Alors, modèle économique premium, c'est très très classique sur PC, PC Mac Linux. Et ça tombe bien parce que c'est aussi ce qui est publicité par les bakers sur Kickstarter. Voilà. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un modèle free-to-play où là il y aurait un store à gérer, etc. Et ce serait très 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 compliqué.
pour nos nids, avec nos ressources. Après, quelque chose qui se développe depuis quelques mois seulement, c'est le fameux Early Access de Steam. Ce qui est quand même assez intéressant, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit en fait de ce principe où les développeurs peuvent mettre en pré-achat, oui, on va appeler ça du pré-achat, c'est-à-dire que en fait, les joueurs peuvent acheter une version bêta, voire même alpha d'un jeu qui est en cours de développement, le payer évidemment à un prix moindre que s'il était fini. Donc c'est un jeu entièrement buggé, ça fait bien ce qu'il faut. Mais apparemment ça plaît à beaucoup de gens d'être parmi les premiers à mettre la main sur tel ou tel jeu. Et après ça marche. Et mine de rien, ça peut être, pas encore sûr, mais ça peut être aussi une source de financement intéressante en plus du Kickstarter. Pardon. Donc, certains diront que c'est un objectif un peu trop gros, d'autres trop petit. Bon, voilà. Je pense que si on vise 10 000 ventes sur PC, Mac, Linux, surtout évidemment digital, c'est pas non plus phénoménal. D'autant plus que c'est un jeu qui peut tout à fait être vendu aussi en retail. Alors pour ça, évidemment, je fais jouer un petit peu mon réseau auprès des distributeurs et des éditeurs que j'ai tissés ces dernières années, ça fait pas mal. L'idée, en fait, au-delà de ces 10 000 ventes, outre le fait que ça fera bien moins en CV, c'est que ça va permettre, après bon, chaque membre de l'équipe est indépendant et on n'a pas signé pour la vie, on n'est pas salarié les uns des autres, etc. Mais il n'empêche que, a priori, je pense que si le premier jeu marche bien, pas forcément de manière phénoménale, mais qui marche correctement, avec des objectifs raisonnables, je pense, eh bien, cela permettra en fait aux uns et aux autres de consacrer davantage de temps à une prochaine production, pas forcément à temps plein, mais davantage de temps. Le but, c'est en fait d'entraîner un cercle vertueux. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, portage vers des mobiles, mais dont le modèle économique n'est pas encore déterminé. Sachant que le modèle économique sur mobile change extrêmement rapidement, voire une fois par an, voire plus rapidement. C'est très compliqué à suivre les habitudes des joueurs-consommateurs sur mobile. Donc on n'en est pas là, mais en tout cas c'est sûr qu'on va sortir sur mobile. Après avec quel modèle économique, je ne sais pas. Oui, et ça c'est une idée que j'ai depuis déjà quelques années. L'idée c'est de faire en sorte de pouvoir sortir le jeu sur Xbox avec le Kinect, comme interface homme-machine, parce que c'est un jeu qui peut totalement se prêter à cela. Où en fait vous pouvez très bien imaginer qu'avec les bras on envoie tel ou tel feu artifice, en faisant un geste spécial on peut envoyer un pouvoir particulier, etc., etc. Donc ça fait un petit peu chef d'orchestre et ça peut être assez rigolo. Et Microsoft est très demandeur de nouveaux jeux Kinect. Il y en a vraiment peu et ils sont très demandeurs de ça. Ça peut le faire peut-être. Donc en gros, oui, je pense à votre place, c'est bien. Donc ce qu'il faut retenir. Donc pour moi, le but, développer un jeu vidéo de qualité est possible avec les moyens du bord, si on a une équipe compétente et motivée. Donc les moyens du bord, là c'est difficile de faire plus que les moyens du bord que l'on a. On est vraiment râlé pas crête. La grosse différence qu'il y a entre nous et une autre équipe, c'est peut-être l'expérience que l'on a déjà, les uns et les autres, dans l'introduction de jeux vidéo, et peut-être aussi la motivation. Et puis le fait aussi que, ça j'en ai déjà parlé, hein, mais pouvoir y consacrer entre guillemets que son temps libre, c'est aussi un avantage, mine de rien. Comme ça, on n'a pas trop de regrets à avoir si le projet, pour X ou Y raison, ne remplit pas ses objectifs.
limite des risques le plus possible. C'est quand même important, donc on compte sur vous pour nous aider à lutter contre l'invasion alien. Et cela en faisant quoi? Par exemple en nous suivant sur Facebook. Sans ça, on est cuit, donc je vous le dis tout de suite, hein, donc on compte sur vous. Le bouche à oreille, ça marche bien. Bouche à bouche aussi, mais c'est différent. Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour nous. C'est important, pour votre carrière. Ça, c'est plus sur conseil de gymnastique, mais c'est très important quand même. Si vous voulez bien scorer, il faut bien vous échauffer régulièrement. Même si c'est pas avant quelques mois que le jeu sortira, il faut mieux prendre les devants. Et puis, puisque vous êtes là, puisque l'on est là, qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, c'est bizarre. On m'informe que nous venons de recevoir une version pré-alpha de FCS. Surprise! Ah non, je suis surpris. Qui n'attend que vous pour vous essayer. C'est difficile, c'est de type. Là, ce soir tout de suite, et donc après vos questions. Voilà, merci à tous. Alors, si vous souhaitez, je peux montrer aussi une vidéo avant de passer aux questions. Parce que comme ça, vous pourrez peut-être rebondir sur la vidéo. Est-ce qu'on voit le son? Voilà, suspense. Suspense. C'est ça? C'est une vidéo de cul avec des aliens. Ah non, ça j'ai déjà vu sur Facebook. C'est un petit montage perso, tu vois. Ah, c'est vrai, il a fait sur Facebook. Tu commences par ça. Quand vous allez sur notre Facebook, vous verrez une vidéo de cul avec des aliens. C'est vrai. Ça peut marcher. Ça peut, ouais. Ouais, il faudrait peut-être baisser un petit peu. Le contrôleur du contrôleur du Windows, Media Player. Oh, c'est fort. Bim. Ah, on sent un peu que... Ah ouais. Bon. Ouais, non, ça marche pas. Pré-alpha. Pour l'instant, on a fait ça à l'arrache, donc c'était musique libre de droit YouTube.
Ah, pardon. Donc, par rapport... Ça marche? Ouais, c'est bon. Oui. Et par rapport à la musique, là, pour l'instant, on a fait ça vraiment à l'arrache aujourd'hui. On a fait ça vraiment super à la bourre, quoi. Et en fait, on a utilisé des musiques libres de droit sur YouTube. Et ça fait un mélange entre la musique de Metal Gear Solid et un film un peu genre Speed. Il n'y a pas beaucoup de choix sur YouTube. Une question. La séquence qu'on doit faire avec les couleurs, par exemple quand il y avait genre 4-5 secondes, comment tu sais quelle séquence c'est dans l'ordre? C'est n'importe quel ordre ou c'est... de gauche à droite. Ah pardon, faut que je dise. Alors en fait, la plupart des gens sur Terre lisent de gauche à droite, donc on n'a pas cherché à faire plus compliqué que ça. En partant d'un arbre de plus près du sol Non. En fait, donc on peut viser n'importe quel ovni, qu'il soit au-dessus ou en dessous des autres. En fait, on sélectionne au fur et à mesure que l'on fait la combinaison de couleurs. Donc ça signifie que s'il y a deux ovnis qui commencent avec la couleur bleue, et ben, la deuxième couleur permettra de vraiment cibler celui que l'on veut cibler, et l'autre il est sélectionné. Et donc ça cible de gauche à droite, et donc là vous avez vu un ersatz d'ovnis, mais il y en aura 6 ou 7, sans compter les boss, les sous-boss, etc. Voilà. Avec chacun des propriétés différentes. Nous avons un nombre de couleurs aussi différents, etc. D'autres questions peut-être? D'accord, Si, une question, attends, ça va bien. Je voulais savoir, pour l'instant il y a 4 couleurs, est-ce qu'il y aura toujours 4 couleurs ou est-ce que des fois il y en aura moins ou plus suivant les niveaux sur ton mode de campagne par exemple? Alors il est prévu qu'il n'y ait que 4 couleurs, mais c'est déjà beaucoup, parce que ça va aller de plus en plus vite et parce que il y aura aussi des ovnis qui seront de plus en plus difficiles à faire exploser avant qu'ils ne touchent terre. Et donc c'est pour ça qu'on sera en tant soit peu obligé de faire appel à des pouvoirs particuliers. Voilà. Alors, j'aime bien la musique de Fez et par rapport au jeu, je trouve que y a un gameplay un peu old school, voilà, arcade, tout ça, et à la fois une esthétique 3D plutôt moderne, cartoon, machin, ça, la World of Warcraft, enfin, je sais pas, c'est mon inspiration. Voilà. J'aimerais savoir si justement ça va se ressentir dans la musique, parce que je pense que ça va être un aspect important du jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un point de vue musique? Apparemment, il y a quelqu'un qui va travailler dessus ici, donc peut-être en entendre plus. Ah ouais, j'ai passé la parole à Robin, tu vas t'amuser, sachant que c'est encore en cours de réflexion. Donc, tu peux peut-être parler du fait qu'il y aura aussi du voilà, c'est tunes, etc. Ça me dépend des ouais, je pense que petit à petit, on va voir à l'écran un peu ce qui collera le mieux. On peut être sur des musiques symphoniques comme ça, on peut être sur des trucs plus Mars Attack avec des clichés d'instruments. On peut être sur de la musique électronique spéciale, ce que Franck voudra, ça c'est sûr. Et il y a une certaine liberté qui peut être bonne. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de homogène. C'est un mot que j'appelle assez souvent à l'équipe. Il faut vraiment que ce soit homogène. Il faut que les graphismes collent au son et réciproquement. Il faut que l'environnement du jeu, parce qu'en fait il y aura tout ne peut pas se passer que sur Terre en plus, je laisse ce suspense, mais voilà. Il y aura aussi beaucoup de références à des films et à des jeux vidéo que tout le monde connaît. Mars Attack, Star Wars, Star Trek, etc. Voilà. Des films avec des aliens. Et on rencontre une troisième type de compagnie. Et donc, l'idée c'est aussi de faire en sorte que l'audio fasse penser à ces thèmes que tout le monde connaît. Du coup, est-ce qu'on aura les mêmes sons que dans les films ou est-ce qu'on retrouvera ça dans le jeu aussi ou... Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, il y aura même des références à des vieux jeux comme Space Invader aussi. Il y aura vraiment de tout. L'idée, c'est de faire un petit peu un melting pot de références geeks que tout le monde aime et apprécie, enfin tout le monde, que beaucoup de gens aiment et apprécient, avec beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de easter eggs
aussi bien au niveau sonore que au niveau visuel. Et même des fois au niveau gameplay. C'est pour ça. Moi j'avais une question plus au niveau du game design. On a vu quand on appuie sur les boutons, donc il y a les feux d'artifice qui, si je puis dire, s'envolent vers le ciel de manière un peu random. Oui. Sauf que bon, ils explosent un peu n'importe quand, si j'ai bien compris. Mais ça risque pas d'être frustrant si par exemple on a un ennemi qui arrive on est à 3 secondes, on fait la bonne combinaison, mais ok, il y a le premier feu d'artifice, il explose au bout de 2 secondes, l'autre au bout de 8 secondes, et... Alors en fait, oui, c'est une bonne question, mais on y a pensé dès le premier jour. L'idée en fait, c'est que les temps pour faire telle ou telle distance sont toujours les mêmes. Que l'on fasse 1 mètre, que l'on fasse 50 mètres en l'air, ça prendra le même temps. Donc en fait, c'est juste que visuellement, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir des feux d'artifice qui pètent partout, aussi bien sur les axes, sur l'axe X que Y, plutôt que toujours au même endroit. Voilà. Donc on a réussi à gérer ça assez rapidement. Si, vous avez dit à un moment que certains ennemis, au début on a les 4 feux d'artifice, mais au bout d'un moment dans le jeu il faudra absolument acheter certaines attaques spéciales parce que des ennemis deviendront beaucoup trop forts pour qu'on puisse les abattre. Il n'y a pas un risque un peu à jouer un peu la carte du pay to win et de frustrer le joueur? J'ai bien compris. Oui, alors achat avec de l'argent que l'on gagne en jouant. Ah. C'est des crédits du jeu. Ça pourrait être n'importe quelle monnaie. Non, c'est un jeu vraiment premium. Ce ne sera pas du tout du free-to-play. Voilà, mais on va tâcher de fournir un contenu vraiment costaud, non seulement au niveau de la campagne. Je crois qu'il y aura assez peu de jeux indépendants, mais totalement indépendants, sans reconnaissance de financement, qui aura une campagne aussi importante et aussi fournie, je crois. Et au-delà de ça, aussi pas mal de modes de jeu, solo, multijoueur, high score, achievement, etc. On va essayer vraiment d'en donner pour l'argent qu'investiront les makers et au-delà de ça, les joueurs. Tu veux une autre question ou pas? Là, comme ça, tout de suite. J'ai une petite question, vu qu'il y a une dimension aussi scoring et tout ça, est-ce que si c'est possible, ou si c'est une bonne idée, ou vous avez peut-être déjà pensé, d'exposer le jeu dans des festivals genre Stunfest, tout ça, où il y a pas mal de hardcore gamers, qui peuvent être des bons relais pour vous et qui peuvent être justement des bons testeurs pour les premières versions du jeu qui commencent à tenir la route du point de vue scoring, quoi. Oui, alors on a voulu commencer avec les meilleurs, les gameliers. Donc, voilà, je vais tout belge. Oui, on nous a gentiment invité là, pour fin mars à présenter le jeu à Pitch My Game. Et au-delà de ça, je vais très régulièrement à des soirées réunissant des étudiants et des professionnels du jeu vidéo pour faire passer le mot. Et au-delà de ça, oui, Stunfest, etc. On ne va pas essayer de griller les étapes, on va y aller au fur et à mesure. Là, vous avez vu vraiment une version très pré-alpha du jeu. On a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir être crédible par rapport à des plus grosses structures que ne l'est pour l'instant Game. Donc voilà. Donc la prochaine étape pour nous, ça va être Pitch My Game en mars. Voilà. Au-delà de... Ça se déroule juste pour trouver ça en date, mais même si pour... Ouais, Pitch My Game, vous tapez Pitch My Game sur Google, c'est organisé par qui? Alexandre, comment il s'appelle Alexandre? Je sais pas. Alexandre Avina, je me trompe. Je sais pas. Oh, les gars. Bon, il m'excusera si j'écorche de son nom, je crois que c'est Alexandre Avina. De Silicate Games. Voilà, il n'y a pas que lui qui organise ça, mais c'est lui qui a initié le truc avec quelques-uns de ses collègues. Et en fait, la dernière session de Pitch My Game, c'était en novembre 2013, je crois me souvenir. C'était en même temps que les European Indie Game Days à Montreuil, où en fait, c'est moi qui filmais pour Pitch My Game aussi. Donc, voilà. Mais dans l'absolu, on sait très bien que
jeu a le plus de chances de se faire connaître en faisant le buzz auprès aussi de développeurs indépendants. Parce que c'est souvent les mêmes relais et souvent aussi les joueurs qui sont intéressés par les jeux indépendants ne sont pas intéressés que par un seul jeu indépendant. Donc ça peut faire effet boule de neige aussi en faisant de la communication d'autres jeux indépendants sur notre page Facebook et réciproquement. D'ailleurs je commence un petit peu à faire ça. Donc voilà. Question. Est-ce que vous acceptez d'autres participants enfin, qui pourraient vous aider à coder ou vous restez les 6? Alors en fait c'est très particulier parce que je sais que si on n'est pas suffisamment nombreux, c'est risqué parce que chaque personne est entre guillemets trop importante par rapport à l'ensemble du groupe. Et en même temps je sais que si on est trop nombreux, c'est compliqué à gérer parce que moi-même je fais pas de la gestion de production de Firework Common Chip à temps plein. C'est un peu compliqué. Mais au-delà de ça, je sais qu'on va travailler avec certaines autres personnes si on arrive à atteindre nos objectifs Kickstarter. Ça va permettre en fait de pouvoir verser ce qui est convenu d'appeler du Work for Hire. Voilà. Comme ça, au moins la personne elle est sûre d'avoir telle somme pour telle quantité de travail. Parce que le problème c'est que si je partitionne trop le revenu cher avec 10, 15, 20 personnes, au final chaque personne se retrouvera avec une portion congrue, ça ne vaut pas vraiment le coup. Par contre, si en atteignant tel ou tel objectif, il peut s'incrémenter sur Kickstarter par exemple, et ou par le Early Access de Steam, eh bien ça peut permettre de financer aussi des coups de main ponctuels, voire à plus long terme, de, entre guillemets, main d'œuvre spécifique dans tel ou tel profil. Une petite question concernant Kickstarter, donc, pourquoi le choix de la plateforme américaine et aussi par rapport donc, aux indie français, qui sont quand même la cible apparemment principale dans un premier temps, là, des relais de communication. Pourquoi Kickstarter Est-ce que vous avez peut-être du réseau aux États-Unis? Excellente question. Bravo, Gabriel. Alors, en fait, déjà le jeu ne vise pas que les joueurs français. Il fera des références à la culture pop américaine qui est devenue mondiale maintenant. Et pourquoi Kickstarter en fait? C'est parce que de 2011, début 2011 à fin 2013, sur le numéro 2 mondial qui est Indiegogo, il y a eu, je crois, 5 ou 6 millions de dollars qui ont été levés pour le jeu vidéo. Dans le même espace de temps, sur Kickstarter, il y a eu 105 millions, je crois. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas trop à se poser de questions. Si on a la possibilité d'être sur Kickstarter, il ne faut pas hésiter. Il se trouve qu'on a la possibilité, parce que je connais quelques personnes quand même dans le secteur, et il y a quelques entreprises françaises qui ont des filiales aux États-Unis, qui, si on s'entend bien avec elles et si elles sont intéressées par le projet, bon, c'est le cas, peuvent proposer à certains groupes ou entreprises de gérer pour eux, non pas le Kickstarter, mais la faisabilité d'être sur Kickstarter. Évidemment contre quelques royalties, mais l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir pas mal de beaucoup que beaucoup et pas grand chose. Voilà. Donc voilà. Sinon, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui permettent de faire ça aussi, donc d'héberger des produits Kickstarter en Angleterre. Le problème, c'est que psychologiquement, il y a grosso modo la moitié des backers, ce sont des Américains. Et si les Américains ne voient pas la devise dollar, ça leur fait peur et bizarre. Donc, du coup, bientôt tu feras la campagne aux États-Unis pour aller rencontrer
Non, j'ai pas vu ça, on n'a pas eu de budget pour ça, donc on a pas de budget. Non, mais par contre, sans même aller sur place aux États-Unis, évidemment, communiquer de presse en anglais et distribuer ça. Voilà. Et je rappelle qu'on ne vise pas une somme phénoménale, hein. On vise $10 000, c'est pas non plus énorme. Hein. Voilà. Et surtout si on montre un produit assez abouti et qui intéresse le public, et qu'en plus de ça, on a une communauté déjà existante sur laquelle se reposer pour atteindre très rapidement les 20%, on limite les risques. Et par contre, qu'en est-il au niveau des DRM et autres futurs DLC? S'il y en a ou pas, Alors déjà, si on est sur Steam, je crois qu'on est quasiment obligé d'être avec le DRM de Steam. Je suis pas sûr, je crois. Et au-delà de ça, pour le DLC, on n'y a pas vraiment encore réfléchi. Pour l'instant, on a un objectif principal, c'est le mode de jeu campagne et le mode de jeu Survivor, le de jeu solo. Et après, si on atteint tel ou tel palier sur Kickstarter, on pourra se permettre de passer plus de temps sur telle ou telle feature multijoueur par exemple. pour continuer pour les features ou même pour revenir sur les DLC, seront-ils toujours payants ou gratuits? Enfin, pour savoir si une fois qu'on a acheté le jeu, on l'a entièrement sans forfait caché, ou alors on devra acheter 10 € de DLC chaque mois. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de DLC, tout simplement. C'est-à-dire que si on atteint tel ou tel montant sur Kickstarter, par exemple, et bien en fait, ça va nous permettre de nous engager par rapport au backer sur telle ou telle feature en plus lors de la release du jeu final. Donc il n'y aura pas de DLC. Merci. Pour que le Kickstarter, généralement, ça fonctionne bien, pour le crowdfunding, tout ça, en général, au-delà d'une certaine somme, on commence à proposer des cadeaux et autres. Et je sais que ça prend énormément de temps et d'énergie. Est-ce que ça a déjà été travaillé, ce point-là, et qu'est-ce qui est proposé? Je suis invité par la même question. Oui, alors déjà, on va tâcher de faire essentiellement, comment est-ce qu'on appelle ça? Des contreparties digitales, et pas physiques. Déjà, ça va largement simplifier la chose. Que ce soit artwork digital, que ce soit fond d'écran, que ce soit les noms dans les crédits, que ce soit des personnages reproduits, des personnes réelles reproduites dans le jeu. Voilà. Ça prend du temps, évidemment, mais on n'a pas à s'embêter avec tout ce qui est logistique, hardware. Voilà. Après, évidemment, il faut aussi penser aux gens, on ne sait jamais, qui veulent mettre une somme indécente dans le projet. Là, dans ce cas-là, oui, il va falloir que l'on réfléchisse à des choses peut-être un peu plus originales que des statuettes. Bon, voilà, mais pour l'instant, c'est pas encore défini, mais je sais par contre que l'on va essentiellement faire des contreparties digitales. Voilà. D'autres questions? Moi j'en ai une. Moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que finalement utiliser une plateforme comme Kickstarter c'était pas un risque, sachant que, comme tu l'as dit, il y a énormément de jeux qui essaient d'être financés sur Kickstarter. Est-ce que ça poserait pas un problème de visibilité sur la plateforme? Alors déjà, c'est pas encore signé, donc je ne vais pas trop parler encore de cette boîte, mais la boîte par laquelle on passerait pour être sur Kickstarter aux États-Unis, je laisse faire des recherches, quoi, mais en gros, c'est le seul studio en France qui a réussi un Kickstarter. Donc déjà, ça aide. Mais outre cela, il y a beaucoup de Kickstarter qui se cassent la figure parce qu'ils visent trop haut ou parce qu'ils n'ont pas assez de contenu à montrer. Donc l'idée c'est de penser cela en amont, aussi bien avec quelque chose que l'on vise qui n'est pas trop élevé, et aussi en montrant quelque chose de relativement abouti. En fait, l'intérêt de Kickstarter, ce n'est pas tant que les sous, c'est aussi développer la communauté. Et ça, on ne le dit pas suffisamment.
C'est-à-dire que même si jamais on rate notre Kickstarter, rien ne nous empêcherait X semaines plus tard d'en refaire un autre. Et pour cela, on pourrait tout à fait, sans grand souci, le plus également du monde, contacter par mail tous nos premiers bakers pour les relancer. Et en général, ça marche bien ça aussi. Voilà. Outre cela, évidemment, il y a certains sites spécialisés sur Kickstarter, Kickcrack, Rock, Paper, Shotgun, etc., qui sont très axés sur les jeux qui sortent de l'ordinaire sur Kickstarter. Et j'ose penser que FCS est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ce n'est pas un énième Minecraft-like. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas, hein, Facebook, Twitter, on est là pour faire buzzer aussi. Merci.